Voyons ça comme une poursuite judiciaire. Le crime est commis par un facteur environnemental qui provoque le diabète, les maladies cardiaques et l'obésité, mais on ignore ce que c'est. Les gens mangent peut-être trop, ils ne font pas assez d'activité physique, ou ils ont une mauvaise alimentation, ou bien c'est le sucre. On lance une enquête, on trouve beaucoup d'éléments de preuve qui incriminent le sucre, mais ils sont un peu ambigus. Il n'y a pas de preuve formelle. Selon les témoins, le sucre est toujours présent sur les lieux du crime, il n'a jamais d'alibi, mais ce n'est pas concluant. Qu'est-ce qu'on devrait faire? En somme, l'industrie du sucre survit grâce à une seule raison. Aucune preuve définitive n'a encore pu associer le sucre à ces maladies mortelles. Si elles peuvent maintenir cette fiction et préserver l'ambiguïté de la preuve, ces entreprises continueront de survivre. Le jour où la preuve sera concluante, ce sera terminé. Que faites-vous? Le sucre serait-il un ingrédient toxique? Comment peut-on aborder ce sujet sans être accusé de vouloir terroriser la planète? On parle d'une substance qui fait le bonheur des gens. Dans le monde entier, on l'utilise en gage d'amour, de joie et de bonheur. Comment peut-on s'attaquer au sucre, le cadeau qu'on offre à un bébé pour son premier anniversaire? Bien des gens hésitent à le faire. De nouvelles recherches tentent à indiquer que le sucre, de la façon dont bien des gens le consomment, est une toxine. This after a controversial New York Times Sunday magazine cover story, the proposed sugar is in fact toxic. Est-ce que le sucre est toxique? Je le crois, oui. Vous ne craignez pas que vos propos ne semblent alarmistes? J'ai toujours cette crainte. Mais c'est la vérité. Vous dites carrément que le sucre est un poison, n'est-ce pas? À forte dose, oui. Pourquoi ne pas en rajouter en disant le sucre, c'est Hitler? Dr Robert Lustig, spécialiste de l'obésité infantile et auteur de ce livre « Fat Chance au risque d'obésité ». L'effet le plus pernicieux du sucre, c'est qu'il vous mène de l'obésité à tous les syndromes métaboliques. L'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques et probablement aussi le cancer et la démence. Un tiers des Américains ont une stéatose hépatique non alcoolique. Avant 1980, cette maladie n'était pas décrite dans les ouvrages médicaux. C'est la pire épidémie de toute l'histoire de la planète. Tout d'abord, je ne suis pas monsieur anti-sucre, mais plutôt monsieur anti-aliments transformés. Pour être franc, je me passerais bien de cette étiquette. J'aimerais mieux que le problème n'existe pas. Et vous savez, quand j'ai commencé à pratiquer la médecine en 1980, il n'existait pas. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être choisi un autre domaine. C'est très difficile, mais c'est ma vie à présent. Vous prenez tout ce qu'on a appris sur les saines habitudes alimentaires et vous en faites table rase. Elles ne méritent pas mieux car elles n'ont rien donné, n'est-ce pas? Selon vous, on a tous besoin d'une intervention et d'une cure de désintox, mais c'est une blague? Non, pas du tout. Non, d'accord. On devrait interdire les boissons gazeuses aux mineurs? Absolument. Si des parents veulent que leurs enfants en boivent, qu'ils les achètent. Ce qui m'ennuie vraiment, c'est qu'on ne critique pas mes données scientifiques. Discuter d'un point de vue scientifique, cela me conviendrait parfaitement, mais ce n'est pas le cas. On dit plutôt que je ne suis pas crédible parce que je suis un fanatique. Mais un fanatique croit, tout simplement. Moi, je me fie à la science. Croyez-moi, je ne fais pas ça parce que j'en ai envie, mais parce que je n'ai pas le choix.
Il nous fallait quelqu'un comme Robert Lustig pour éclaircir cette question. C'est un sujet controversé qui soulève les passions. On avait donc besoin d'un membre accrédité de la recherche universitaire pour s'y attaquer. Robert s'acquitte très bien de cette tâche. C'est un endocrinologue pédiatrique qui en est venu à croire, il y a environ 10 ans, que le sucre était le problème fondamental de l'alimentation moderne. Il a donné une conférence qui est devenue virale sur Internet. À ce jour, elle a probablement eu 4 millions de requêtes. C'est un excellent conférencier. Il peut être aussi convaincant qu'un pasteur fondamentaliste. You wouldn't think twice about not giving your kid a Budweiser, but you don't think twice about giving your kid a can of Coke. Cette absence de doute rend la communauté scientifique nerveuse. Elle ne concorde pas avec ce qu'on connaît des scientifiques. On veut qu'ils soient plus conscients des incertitudes, qu'ils discutent des lacunes dans les données et des preuves contraires. Mais on a besoin d'un type comme Robert. On a besoin de lui pour faire ses déclarations et soulever l'intérêt public. Ce problème vous affecte à la maison, il vous affecte au travail, il a une influence sur vos transactions d'affaires et finalement, ce problème affecte le pays et même le monde entier. On ne parle pas uniquement d'enfants obèses. Oui, je les soigne. Leur situation m'a conduit jusqu'ici, mais le problème s'est aggravé. En fait, c'est la manifestation d'un effondrement sociétal. Vous savez déjà peut-être qu'en 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a annoncé que les maladies non transmissibles comme la cardiopathie, le diabète, le cancer et la démence étaient devenues un problème important pour les pays en développement. Et je ne parle pas seulement des pays développés. Tout le monde sait qu'il y a un problème chez nous. Mais à présent, dans les pays de l'Afrique, de l'Asie et de l'Inde, ce désastre est devenu un problème plus grave que les infections contagieuses aiguës, y compris le VIH. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous tous en danger aujourd'hui? Nous sommes tous affectés, dans le monde entier. Les Japonais ont la meilleure espérance de vie de tous les peuples de la Terre et la longévité des Okinawaïens surpasse celle de tous les autres Japonais. Les Okinawaïens sont beaucoup moins sujets à la plupart des maladies associées au vieillissement. Leur taux de maladie cardiaque est très bas, tout comme celui de certains cancers, en particulier les cancers hormonodépendants comme les cancers du sein et de la prostate. Ces taux-là sont très bas. L'explication se trouve dans les facteurs diététiques et d'autres facteurs reliés au mode de vie. Ils ont une alimentation très saine qui diminue les incidences des maladies associées au vieillissement. Ils mangent énormément de légumes et leurs sources de protéines sont très bien équilibrées. Le poisson, les viandes maigres. On pourrait même dire que c'est le parfait régime anti-vieillissement. On croit que c'est une des raisons qui ont permis aux Okinawaïens de vivre aussi longtemps. Mais les temps ont changé. En 2 ou 3 générations, les Okinawaïens, qui étaient autrefois les Japonais les plus minces, sont devenus les plus gras. En fait, c'est un phénomène d'après-guerre. En général, les jeunes générations ont maintenant un régime alimentaire beaucoup plus occidentalisé que les générations précédentes. Les jeunes consomment plus d'aliments transformés, de croustilles et de boissons gazeuses. Cette combinaison augmente les risques de maladies cardiovasculaires pour ces jeunes générations, tout comme les risques d'obésité et de diabète. Toutes ces maladies sont associées aux aliments qui contiennent davantage de sucre, de sel et de gras. Dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais été exposés à des niveaux de sucre similaires à ceux que l'on consomme actuellement.
Les conséquences métaboliques sont absolument inévitables. Voilà le portrait de votre alimentation durant les 30 dernières années. De 1982 à 2012, la consommation de viande a chuté de 10% parce qu'on nous avait conseillé de réduire notre apport en gras. Pour les fruits et les légumes, la tendance est restée la même. Apparemment, on ne consommait pas assez de fruits et de légumes et on en mangeait exactement la même quantité qu'avant. Mais notre consommation d'aliments transformés et de sucreries est passée de 11,6 à 22,9%. Elle a littéralement doublé. C'est la nouvelle rubrique du budget d'alimentation. Et en permettant une chose pareille, nous détruisons progressivement notre santé. À l'épicerie, 74% des aliments emballés mis en vente sont additionnés de sucre. Les vinaigrettes, la sauce barbecue, la sauce tomate, les pains hamburgers, la galette de viande hachée et bien d'autres choses. De plus, il y a 56 noms pour décrire le sucre. Le sucrose, le sucre de table, de canne, de betterave, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, l'agave, le sirop d'érable, le miel. Tout cela pour que l'industrie alimentaire réussisse à cacher le sucre qu'elle ajoute dans tous les aliments à la vue de tous. Parce que personne ne comprend l'étiquette. Mais en fin de compte, c'est toujours la même chose. Calories pour calories, grammes pour grammes, once pour once, c'est la même chose. Ils surchargent votre foie et ils provoquent l'accumulation de gras hépatiques lorsqu'on les consomme de façon excessive. N'oubliez surtout pas qu'on parle d'excès et non de, j'ouvre les guillemets, modération. Il nous faut donc définir la modération. La modération, c'est de 6 à 9 cuillères à thé de sucre ajouté par jour. C'est ça la modération. C'est ce que l'American Heart Association recommande. L'Organisation mondiale de la santé vient de suggérer jusqu'à 12 cuillères de sucre ajoutées par jour. Mais l'Europe consomme 17 cuillères de sucre ajoutées par jour. Et l'Amérique consomme déjà 19,5 cuillères à thé de sucre ajoutées par jour. La réalité est simple. Nous consommons trop de sucre et cette surconsommation a provoqué une hausse des maladies métaboliques chroniques. J'ai eu des problèmes de poids pendant longtemps. Je détestais porter le pantalon. Mon ventre dépassait trop. Je me sentais inconfortable en classe. J'avais toujours l'impression qu'on regardait mon ventre. J'ai atteint mon poids maximum à 14 ans durant ma première année à l'école secondaire. Je pesais 98 kilos. La nourriture était mon ami? Non, la télé était mon ami. C'est ce que je faisais. Je regardais la télé, toute seule, dans mon coin. J'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi ou me critiquait. Je n'étais pas heureuse. Je t'ai vu pour la dernière fois en avril 2009. En passant, bon anniversaire. Merci. C'est récent, non? Oui, j'ai 20 ans. Comment ça va? Tout va bien. J'ai radicalement transformé ma vie. Je me sens vraiment mieux, plus vivante, et j'ai bien plus confiance en moi. Quand j'ai consulté le Dr Lustig, j'étais très malade. Mon foie était très gras et mon pancréas travaillait sans arrêt pour filtrer tout ce sucre. Je l'entreposais dans mon corps. Je crois que mon taux de graisse corporelle était de 50% ou presque. Je pense que tout a commencé à cause de ce qu'on mangeait quand j'étais toute petite. Ma mère n'était pas informée. Elle ne savait pas quels mauvais ingrédients on mettait dans les aliments transformés. Et surtout dans les mets de restauration rapide. Parfois, je buvais un grand verre de jus avant mon repas et j'en buvais un autre en mangeant. Oui. Je mettais beaucoup de sucre dans mon organisme. En effet. Quand tu es venu me voir, ton foie était bourré de gras. Te souviens-tu de l'échographie qu'on t'a faite à l'âge de 10 ans? Je m'en souviens. Ce n'était pas brillant, hein?
Tous les services pédiatriques sont maintenant aux prises avec l'infiltration graisseuse du foie. Je ne connaissais pas ce phénomène avant 1992, l'année où j'ai vu un premier patient de 13 ans atteint de diabète de type 2 et d'infiltration graisseuse du foie. Son test ALT, qui mesure la graisse hépatique, était très élevé, dans les centaines d'unités par litre. À l'époque, je n'en revenais pas. Aujourd'hui, tous mes patients ont ce genre de résultats. Mon arrivée au centre de santé urbain m'a vraiment ouvert les yeux. En pratique privée, j'avais généralement une carie à traiter par patient, une couronne par-ci par-là. Mais mes patients du centre urbain avaient une carie par dent. Certains présentaient une perte osseuse énorme et je devais régulièrement dire à des gens d'une quarantaine d'années qu'il me fallait extraire toutes leurs dents. C'était ma routine quotidienne, une suite ininterrompue de cas très difficiles. Manifestement, la consommation de sucre était la cause d'une bonne partie des lésions que je traitais. Je me disais constamment, il faut que j'intervienne à une plus grande échelle. J'ai décidé de me rendre à une conférence sur les maladies des gencives et le diabète à Portland, en Oregon. Là-bas, un conférencier vedette a distribué un manuel, un guide alimentaire destiné à ceux qui mangent sur le pouce. Et à la page des boissons, j'ai vu que le thé glacé sucré portait la mention boisson santé. J'ai ressenti une certaine colère et je lui ai tapé l'épaule en disant « Comment peut-on décrire le thé glacé sucré comme une boisson santé ?» Je le regardais fixement. Il s'est retourné pour me dire d'une voix sévère « Il n'y a aucune preuve qui associe le sucre aux maladies chroniques. » J'ai été vraiment estomaquée. Je n'ai même pas su quoi répondre. Par la suite, je me suis dit qu'il devait y avoir un programme politique, une ligne directrice qui biaisait les conseils qu'on nous avait donnés à cette conférence. Je suis allée à ma bibliothèque locale. J'ai décidé de taper le mot sucre dans leur catalogue. Il m'a immédiatement renvoyé à la société Great Western Sugar. Il s'agissait d'une société qui avait fermé ses portes à la fin des années 1970, mais qui avait fait don d'une grande partie de ses dossiers aux bibliothèques de toute la grande région de Denver. J'ai vu qu'on faisait référence à une collection archivée à l'Université d'État du Colorado. Une des rubriques m'a particulièrement intéressée. Elle s'appelait Nutrition et peut-être Communication publique. Et j'ai décidé de m'y rendre et d'y jeter un coup d'œil afin d'en avoir le cœur net. Le premier dossier que j'ai sorti de la première boîte est intitulé « Procès-verbal de la réunion du Comité des communications publiques ». Je l'ai ouvert. La première feuille que j'ai vue portait l'entête de l'Association du sucre avec le mot « confidentiel » juste en dessous. Je n'en revenais pas. Je me suis dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai trouvé là ?» C'est un document confidentiel de l'Association commerciale du sucre et moi je restais là à le regarder fixement. Ces documents dévoilaient la stratégie de relations publiques que l'Association du sucre avait mise en œuvre durant les années 1970. C'était une époque charnière, celle où la FDA, l'Administration américaine des aliments et des médicaments, a passé en revue toutes les études scientifiques concernant les effets du sucre sur la santé. Tout ce que l'industrie a fait au temps de la Great Western Sugar était destiné à obtenir cette approbation cruciale de la FDA. J'ai trouvé une photo des dirigeants de l'industrie du sucre qui recevaient le trophée Silver Anvil, l'équivalent des Oscars dans le domaine des relations publiques. Ils avaient obtenu ce prix pour avoir influencé l'opinion publique sur les effets du sucre sur la santé. J'ai donc appris tout ce que je voulais savoir dans ces dossiers. Mon livre « Pourquoi on grossit » venait de paraître et je donnais une conférence sur le sujet à Denver. Après la conférence, Kristen est venue me parler. Elle m'a dit ce qu'elle faisait, pourquoi elle le faisait, et mes yeux ont brillé. Nous avons commencé à travailler ensemble, moi à Oakland et Kristen au Colorado.
There's a growing controversy about sugar. On one side, those who claim it's a harmless source of calories and quick energy. On the other, those who say there is evidence to implicate sugar not only in obesity and tooth decay, but also in hyperactivity and diabetes, among other things. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, il y avait beaucoup de controverses à propos des effets du sucre sur la santé. Les débats ressemblaient assez à ceux qu'on entend aujourd'hui. C'est assez incroyable. On entend les mêmes débats, les mêmes questions. On reproduit les mêmes recherches et on en discute. À l'époque, l'industrie avait ressenti le besoin de lancer une campagne de relations publiques très élaborée pour influencer l'opinion publique. Mettez-vous à la place de l'industrie du sucre. Vous êtes le président de l'association du sucre et votre travail est d'évaluer les données et de prendre une décision. Les industries du sucre et de l'alimentation vous ont donné de l'argent dans cet objectif. Vous embauchez donc une firme de relations publiques qui montrera un plan d'action et ce plan sera de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de consensus. Au début, ils ont financé des recherches et rassemblé les consultants scientifiques qui pouvaient les aider à donner leur version des faits. Durant les premières années, ils ont travaillé à l'échelle internationale, en commençant par les États-Unis, le Canada, Cuba et Haïti. À la fin des années 1960, la Fondation pour la recherche sur le sucre a modifié son appellation. Elle est devenue la Fondation internationale pour la recherche sur le sucre en reconnaissance du fait que l'industrie du sucre était maintenant menacée à l'échelle internationale. À partir de ce moment-là, beaucoup d'autres pays, dont l'Angleterre, l'Australie, l'Afrique du Sud, la France et la Belgique, se sont mis à diffuser le même message. Aujourd'hui comme hier, il ne s'agit pas de dire ou de nier que le sucre provoque des maladies, mais plutôt d'entretenir le flou, afin que les législateurs ne puissent pas affirmer que le sucre est nocif. Ils veulent simplement maintenir l'incertitude. De retour avec nous ce week-end à la semaine de l'agro-entreprise, Andy Briscoe, le porte-parole de l'Association du sucre, qui représente les intérêts du groupe à Washington, D.C. Parlez-nous du climat actuel à Washington pour votre industrie. C'est toujours difficile. Sous la nouvelle administration, la communauté de la santé publique est naturellement sortie de l'ombre. Et elle cible encore le sucre, jusqu'à un certain point. Malgré toutes les campagnes et les plaintes contre le sucre, et en dépit de toutes les recommandations diététiques, il demeure un élément important de notre régime alimentaire, non? Le sucre est vraiment essentiel à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain. Bien sûr, il faut faire preuve de modération, mais c'est un ingrédient naturel qui contient à peine 15 calories. Toutes les calories s'équivalent. Si vous en mangez plus que vous n'en brûlez, vous prendrez du poids. Si vous en mangez moins, vous maigrirez. Donc, si vous êtes gras, c'est votre faute. En gros, c'est ce qu'ils nous disent. Eh bien, moi, je ne crois pas au gros bon sens. Je crois aux données scientifiques. Et vous savez ce qu'elles me disent? Elles me disent que certains types de calories causent plus de maladies que les autres parce que ces calories sont métabolisées différemment. Est-ce que le sucre cause le diabète? Tout le monde dit, mais c'est à cause du nombre de calories. Tout le monde répète aussi, le sucre est composé de calories vides. C'est faux, ce n'est absolument pas vrai. En fait, les calories du sucre sont toxiques. Des études démontrent que si on consomme un verre de soda par jour, notre risque de contracter le diabète augmente de 29%. Peu importe le nombre de calories ou les autres aliments consommés, peu importe notre poids. Les maladies associées à l'alimentation et au surpoids paralysent déjà notre système de santé, et je suis sûr qu'il finira par s'effondrer.
Au Canada, nous ne pourrons pas maintenir le niveau actuel des services de santé avec la charge croissante des maladies liées à l'alimentation et au surpoids. À lui seul, le diabète de type 2 entraîne déjà des coûts énormes. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Je ne crois pas que les êtres humains soient soudain victimes d'une épidémie de perte de volonté. Non, nous sommes simplement des êtres humains normaux, mais qui vivent dans un environnement où les calories et le sucre sont omniprésents. On sait que les taux croissants d'obésité infantile provoquent l'accroissement des taux de maladies chroniques. On dépiste le diabète de type 2 chez des enfants de moins de 10 ans. On voit régulièrement des adolescents atteints de maladies cardiaques et la stéatose hépatique grimpe en flèche. Quand un enfant développe le diabète ou une maladie cardiaque durant son adolescence, j'ai tendance à croire que ses chances d'atteindre l'âge de 70 ans ou plus sont assez minces. Je suis un scientifique et mon groupe fait beaucoup de recherches avec les adultes, mais aussi les enfants. On mène des recherches sur les effets du sucre. À ma première visite à l'école, j'avais peur que la science ne soit trop complexe et qu'ils n'y comprennent rien. Mais j'ai été très surpris de constater que les enfants saisissaient mes explications très rapidement. J'ai déjà entendu décrire le foie comme un aspirateur qui sort tous les mauvais éléments de notre système, mais qui doit trouver un moyen de traiter tout ça. Et je crois que quand il y a beaucoup de sucre, beaucoup de gras ou beaucoup d'alcool, ou peu importe, ça finit par surcharger le petit système qui est à l'intérieur de nous. C'est tout à fait ça. Quand le foie est trop chargé, il produit de la graisse. La même chose se produit si vous buvez un soda, un jus, ou si votre organisme contient trop de sucre. Le sucre est composé d'une molécule de glucose additionnée d'une seconde molécule, le fructose. Elles sont différentes et le corps les traite différemment. Le glucose est une source d'énergie qui peut être métabolisée par tous les organes de notre corps, y compris le cerveau. Par contre, le fructose est presque exclusivement métabolisé par le foie. Donc, quand on consomme une boisson sucrée, le foie est inondé de fructose. J'appelle ce phénomène l'effet tsunami. Par conséquent, le foie est débordé et il se met à convertir ce sucre en gras. Et cette conversion du sucre excessif en graisse augmente les risques de graisse hépatique, de diabète et de maladies cardiaques. Si on se prépare un smoothie, mais seulement avec des fruits, est-ce que c'est pire que de simplement manger un fruit? Quand vous mangez une orange, combien d'oranges mangez-vous? Une? Et combien d'oranges vous faut-il presser pour obtenir un verre de jus d'orange frais? Beaucoup plus, n'est-ce pas? Quand on mâche de la nourriture, on mange lentement et le repas dure un certain temps. L'aliment est livré différemment, mais si vous vous pressez un jus en le buvant, bang! Vous ne pourrez pas éviter l'effet tsunami. La relation entre le foie et le sucre est très ancienne. Autrefois, ce sont les Égyptiens qui se sont mis à gaver les oies. Les Romains ont repris le processus et de nos jours, les Français s'attribuent le mérite du foie gras. Mais ils ont tous fait exactement la même chose. Gaver un oiseau de sucre ou de glucides, ce qui a créé un foie graisseux, c'est-à-dire de la graisse hépatique. Le mérite de l'industrie américaine, c'est d'avoir réinventé cette pratique. Mais au lieu de l'appliquer aux oiseaux, ils l'appliquent à nous. Ces boissons, ces sodas, sont agréables à boire. On ne se rend donc pas compte que c'est en fait la même chose et qu'on engraisse nos foies. Ces boissons sont un outil fantastique parce que les gens les apprécient beaucoup.
Donc, ils n'ont pas les gavets de force. You know, this was me 5 years ago, and it's still me. Because I confess I'm a waistline watcher from way back. Well, that's enough for today. Now for a lively lift. Ice-cold Coca-Cola. There's no waistline worry with Coke, you know. Actually, this individual-sized bottle has no more calories than half a grapefruit. Another thing, the cold, crisp taste of Coke is so satisfying, it keeps me from eating something else that might really add those pounds. Durant les années 1960, les Américains se mettent au régime et les campagnes publicitaires sont axées vers les femmes. On n'a qu'à songer à Mad Men. Tout à coup, on a assisté à l'apparition des sodas diètes, des cyclamates et des autres édulcorants, dont la saccharine. L'association du sucre s'est sentie menacée. Elle a donc dépensé des sommes d'argent importantes, énormes même pour l'époque, afin de financer des recherches sur les effets de ces produits. Naturellement, elle voulait prouver qu'ils étaient nocifs, et elle a réussi. There's a good deal of sourness, not to say bitterness, in the reaction to the ban on saccharin. There were complaints the Food and Drug Administration banned a useful product on the basis of skimpy evidence. À la fin des années 1960, le New York Times a publié un article dans lequel un cadre de l'industrie du sucre se vantait d'avoir financé les études associant les cyclamates aux substances cancérigènes. Je me suis dit que si l'association du sucre se donnait le mérite de cette découverte, elle faisait sans doute bien d'autres choses. En fait, ils contrôlent le marché depuis les années 1970, depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, ils se sentent de nouveau menacés, mais nous avons plus de données scientifiques à présent. Ils auront beaucoup plus de mal à faire taire leurs critiques. J'écris mon blog depuis 2005. Beaucoup de gens me suivent sur Twitter. Et je suis sans cesse étonné par la portée et la puissance des médias sociaux. Autrefois, il fallait trouver une plateforme pour partager ses vues. De nos jours, on peut l'établir soi-même. Il y a quelques années, j'ai reçu un appel de l'Association médicale de l'Ontario. J'en ai été très surpris car ils m'invitaient, même si je critiquais très ouvertement la publicité trompeuse de l'industrie alimentaire, à un déjeuner de cette industrie pour y donner une conférence. J'ai préparé ma conférence, j'ai réservé un billet d'avion, j'ai déplacé les rendez-vous d'une foule de patients et j'étais prêt à partir. 2 jours avant la conférence, l'Association médicale de l'Ontario m'a écrit pour m'annoncer que les gens de l'industrie alimentaire ne voulaient plus que je parle à leur déjeuner. Mon associé à la clinique m'a dit « De toute façon, tu as annulé tous tes patients de la journée. Tu devrais enregistrer ta conférence et la diffuser en ligne. » C'est ce que j'ai fait. Au lieu de la donner devant 50 personnes qui s'en seraient bien moquées, avec ma vidéo, j'ai touché 270 000 personnes jusqu'ici. Je vais vous raconter quelques-unes des choses que l'industrie de l'alimentation pourrait faire aujourd'hui. Ce n'est pas très compliqué. En fait, je crois que l'industrie alimentaire devrait cesser de dire que des produits ne contiennent pas de sucre ajouté. Ce produit ressemble beaucoup à la friandise Twizzlers. Il stipule qu'il ne contient pas de sucre ajouté et pourtant, il contient plus de sucre que ces fameux Twizzlers. Je crois que l'industrie alimentaire devrait cesser de suggérer que le jus de raisin est bon pour la santé. L'étiquette indique sans sucre ajouté, jamais. Mais chaque verre de jus contient 10 cuillères à thé et demi de sucre. En fait, on avale autant de sucre que si on buvait 1/4 de verre de sirop d'érable par jour. Ce produit, un substitut de petit déjeuner, contient presque 10 cuillères à thé de sucre par verre. Si vous en donnez un verre à votre enfant chaque matin, au bout d'1 an, vous lui aurez donné 14 kilos de sucre. En fin de compte, la transparence est essentielle. Ceux qui regardent la vidéo peuvent former leur propre opinion. Mais même les cadres de l'industrie de l'alimentation qui m'ont contacté m'ont avoué, il y a une bonne part de vérité dans ce que vous dites. Alors, ils savent ce qu'ils font. Dès les années 1960, certaines personnes se sont mises à rassembler des données qui indiquaient que le sucre pouvait être problématique.
Jusqu'à une époque assez récente, c'est-à-dire il y a 200 ou 300 ans, les habitants de ce pays consommaient en moyenne 1 à 2 kilos de sucre par an. Et c'est splendide. Je serais très heureux si tous les gens avalaient 2 kilos de sucre par an. Mais ils en mangent 45. Le chef du mouvement anti-sucre est un physiologiste britannique appelé John Yodkin. En 1972, il a écrit un livre intitulé « Pure, White and Deadly » ou « Pur, blanc et mortel ». Dans ce livre, il disait que le sucre était l'ennemi. Il fournissait des données corrélatives et affirmait que le sucre posait problème et qu'il fallait réduire notre consommation. Et de l'autre côté de la barrière, il y avait cet homme, Ancel Keys. Keys était celui qui pointait la graisse alimentaire du doigt. Il y avait un désaccord entre ces deux hommes. Mais lequel a remporté la victoire et pourquoi? Un des scientifiques que l'industrie du sucre craignait particulièrement était John Yodkin. L'industrie était assez préoccupée et elle cherchait une façon de le contredire. Ses représentants commanditaient des recherches en ce sens. Dès que Yodkin publiait un article, il faisait publier un article contradictoire. Ils ont versé des sommes d'argent importantes à Ancel Keys. Son nom apparaît régulièrement dans mes documents de l'industrie. Il semble avoir été l'adversaire principal de Yodkin pendant plusieurs décennies. Quand Yodkin publiait une étude faisant un lien entre le sucre et les maladies cardiaques, Keys en publiait un autre qui affirmait que le sucre n'était pas lié aux maladies cardiaques. Les chercheurs me disaient, si vous faites des études sur le sucre, on vous accusera d'être comme Yodkin. À l'époque, on le prenait pour un charlatan obsédé par le sucre. Au milieu des années 1970, l'opinion publique était déjà divisée entre ceux qui approuvaient Yodkin, c'est-à-dire une infime minorité, et les chercheurs qui adhéraient à l'hypothèse de la graisse alimentaire, comme à peu près tout le reste de la planète. Pendant cette décennie, j'ai bien dû faire bouillir 10 000 œufs durs, mais j'ai jeté 10 000 jaunes d'œufs. C'est ce qu'on faisait tous. On ne mangeait pas d'avocat et de beurre d'arachide, on ne mangeait pas de bacon ni de viande rouge. Pour la plupart... No food is too fat all by itself, but if you'd rather get your fat and calories another way, guess what? Now there's new Better Than. It tastes better than regular ice cream, and it's 96% fat-free. Puis les régimes sans gras ont conquis l'Amérique et le monde en un clin d'œil. Mais à la fin du processus de transformation, les aliments à faible teneur en gras goûtent le carton. L'industrie savait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il fallait bien rendre ces aliments plus agréables. Et que fait-on pour rendre un aliment sans gras plus agréable au goût? On y ajoute du sucre. Vous vous souvenez de Snackwells? 2 grammes de gras de moins, 13 grammes de glucides de plus, dont 4 grammes de sucre, et soudain, le biscuit est bon. C'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Je crois être l'exemple classique d'une personne qui a suivi les recommandations du guide alimentaire occidental et qui en a subi les conséquences. On nous dit constamment qu'il faut viser l'équilibre entre les calories qu'on ingère et celles qu'on élimine. Si on me dit qu'avaler moins de matière grasse est une bonne chose, je me dis que 0 gras est encore mieux. Et par conséquent, j'ai mangé des aliments emballés qui sont bourrés de glucides raffinés ou de sucre, sinon les deux, pendant 15 ou 20 ans. Pendant toutes ces années, je faisais 10 heures par semaine, au minimum, d'entraînement d'endurance. Et tous les matins, je mesurais mon taux de glycémie à jeun par curiosité scientifique. C'est assez récemment que j'ai appris que mes taux de glycémie à jeun du matin étaient prédiabétiques. Il ne mangeait pas les pires produits, vous savez. Il mangeait du gruau nature, des barres collations. Ce n'était pas les plus santé, mais il ne mangeait pas de biscuits sucrés ou de crème glacée. Et il était prédiabétique. Alors imaginez les gens qui suivent vraiment le régime alimentaire normal des Nord-Américains.
Oui. Si quelqu'un peut prouver que l'exercice à lui seul n'influencera pas le taux de glycémie, c'est bien lui. Il n'y a que l'alimentation qui compte. Quelles seront les conséquences pour un individu qui ne fait pas 10 heures d'exercice par semaine? Qu'arrivera-t-il à son corps, à sa santé? Si moi, j'étais à 2 doigts de devenir vraiment diabétique. Tout le monde croit qu'on parle simplement d'obésité. Eh bien oui, 30% de la population est obèse. Mais très peu d'individus savent que 40% des gens de poids normal souffrent des mêmes maladies métaboliques, de la même dysfonction métabolique que les obèses. Des gens de poids normal ont des maladies cardiaques. Des gens de poids normal contractent des cancers ou un diabète de type 2, sans compter d'autres maladies. Pourtant, leur poids est normal. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce n'est pas un problème de comportement. Car les comportements fautifs sont la paresse et la gloutonnerie. Et ces gens-là ne sont ni paresseux ni gloutons, car leur poids est normal. Si ce n'est pas une affaire de comportement, il doit s'agir d'un problème d'exposition. Et nous sommes tous exposés. Nous sommes tous en danger. Et c'est ce qui change tout. D'abord, laissez-moi dire que je respecte énormément le professeur Lustig, car il a porté ce problème à l'attention du public. C'est un grand défenseur de la santé. Il tente d'améliorer la santé humaine et de contrecarrer cette épidémie de surpoids et d'obésité, et il en étudie les causes. Mais je ne partage pas son opinion sur le sucre, qui serait la cause de tout, et même toxique pour utiliser ces termes. En ce qui concerne le surpoids et l'obésité, je crois que nous consommons plus de calories en général. Trop de calories, en fait. Bien sûr, certaines personnes abusent du sucre, mais d'autres consomment trop de protéines animales ou de féculents raffinés. D'autres encore mangent trop de pommes de terre, de frites et de croustilles. Pour la majorité des gens, il s'agit d'une combinaison de tous ces produits ou de quelques-uns d'entre eux. Je ne dis pas qu'une calorie est une calorie, point. Mais les effets néfastes du sucre semblent être reliés à la quantité consommée. On peut expliquer cette surconsommation de façon très hédoniste. Le sucre est bon, agréable, et la plupart des gens apprécient son goût. Le gras aussi peut donner des sensations très agréables en bouche. Et la combinaison du gras et du sucré peut être absolument merveilleuse. Tout ça peut facilement mener à une surconsommation, personne ne va le nier. Encore une fois, je ne me porte pas à la défense du sucre, mais c'est au niveau de l'excès de calories qu'il laisse sa marque. Même si on devait apprendre que toutes les données liées à la toxicité particulière du sucre sont fausses, notre consommation de sucre est tout de même excessive. Je suis certain que les fabricants utilisent le sucre parce que c'est un ingrédient bon marché qui a bon goût. Oui, mais surtout parce qu'il pousse à une plus grande consommation du produit. Nous savons tous que les palais habitués aux saveurs très sucrées n'en ont jamais assez. Et cela aura un tout autre impact sur la santé. What will your last 10 years look like? The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC joue à peu près le même rôle que l'American Heart Association aux États-Unis. Elle est impliquée dans le financement des recherches et de programmes, elle fait partie de conseils d'administration et de comités de sélection. Bref, les consommateurs lui font confiance. Un des programmes gérés par la Fondation s'appelle Visée Santé. La présence d'un petit crochet rouge sur l'emballage d'un produit signale l'approbation de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La Fondation rapporte aussi qu'en voyant ce crochet, les gens croient que le produit est sain et bon pour eux et que les diététiciens le recommandent. Mais ces diététiciens ont mis leur crochet d'approbation sur les paquets de gélatine fruitée et de pâtes de fruits séchés qui contiennent plus de sucre que les vrais bonbons. Et maintenant, la publicité des emballages les présente comme des portions de fruits, avec un crochet d'approbation de Visée Santé. Hi, I'm Dr. Yoni Friedhoff. Today, I want to talk about Sunripe's Fruit Source Bites.
La vue de ce crochet, qui coûte à peine 20 000 $ par an, fait croire aux parents qu'il s'agit d'un produit santé. Je ne crois pas qu'un produit composé à 80% de sucre additionné d'eau et d'une infime quantité de vitamines, mais soutenu par un puissant service de marketing, soit un produit santé. In one serving, these 17 small little gummies, you get the sugar equivalent of a Twix bar. Now, if you wanted to actually get this sugar from fruit, your child would need to consume this entire bowl of strawberries. It's 1.14 pounds of strawberries. On ne devrait pas priver nos enfants d'éléments nutritifs en prétendant qu'une bouchée de sucre est un fruit. Ce qu'on a voulu faire avec le programme Visée Santé et ce type de produit, c'est d'offrir des options aux parents qui tentent désespérément d'introduire une portion de fruits ou de légumes dans l'alimentation de leurs enfants. Quand on concentre un jus de fruits, tout ce qu'il en reste, c'est un tas de sucre. Il ne reste rien d'autre. Sur papier, en théorie, oui. Cette substance a été tirée d'un fruit. Ce sucre provient d'un fruit. Mais c'est du sucre quand même. Que l'industrie de l'alimentation fasse de la publicité trompeuse, c'est une chose. Mais quand la Fondation des maladies du cœur participe au complot, c'en est trop. Quand on a des enfants, on finit par penser que le monde serait bien plus simple si le sucre n'existait pas. J'ai parfois l'impression qu'il serait beaucoup plus stable et qu'il ne changerait pas d'humeur aussi souvent et aussi brusquement s'il ne consommait pas de sucre. C'est une hypothèse, rien de plus, mais quel que soit l'effet du sucre sur eux, en partant, son goût est tellement bon qu'il transforme leurs désirs pendant des jours et il faut se battre constamment. I went on a binge last night, and I ate, it's really strange because I feel guilty now, like I'm confessing to this terrible crime. But I ate a whole bunch of cookies and drank a lot of chocolate milk and ate some ice cream. Just, you know, just kept going. J'avais entendu dire que le sucre était trop présent dans notre alimentation et qu'il pouvait nous nuire. À ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de tourner ce film. This year, we can each expect to consume, on the average, over 129 pounds of sugar, 5.5 ounces every day. This huge increase in sugar consumption is the most sudden and drastic change man has made in his eating habits in all his 50 million years of existence. Ça, tout le monde l'ignorait. Et à ce moment-là, on a commencé à voir les effets du diabète et de l'obésité. Et les chercheurs ont montré du doigt notre alimentation. Et surtout, la quantité de sucre consommée. La base de notre étude est que certains facteurs de risque impliqués dans le développement des maladies cardiaques et du diabète augmentent avec la consommation de sucrose. Il y a 30 ans, j'ai effectué une étude sur le sucre avec Sheldon Reiser. Et je suis très étonnée d'apprendre que tout à coup, les gens réalisent que le sucre est mauvais pour la santé. Nos recherches datent de plusieurs décennies. Et même en fonction de la quantité de sucre consommée à l'époque, nous avions pu observer une augmentation de la pression artérielle et des taux de cholestérol et de triglycérides. Tous ces facteurs augmenteraient la sensibilité de cette personne aux maladies dégénératives qui nous préoccupent. Lesquelles ? Essentiellement, les maladies du cœur et le diabète. Quand j'ai interviewé Sheldon Reiser, j'ai eu l'impression qu'il voulait établir les faits et partager ses découvertes. Et j'ai réalisé qu'il était seul dans son combat contre l'industrie du sucre. Durant toute la recherche, on avait certainement réalisé que l'industrie avait le pouvoir et l'argent nécessaires pour promouvoir son opinion. Elle était bien mieux placée que nous pour influencer le monde. Et c'est un avantage très difficile à contrer.
Le but des recherches financées par l'industrie du sucre était très clair. Protéger les ventes de sucre. On ne peut pas trouver des réponses qui pourraient nuire à l'industrie sans poser les bonnes questions. Il leur fallait donc contrôler les questions de recherche. Aujourd'hui, on s'interroge encore sur les causes du diabète parce qu'on ne les connaît toujours pas. Mais pourquoi? C'est en partie parce que l'industrie du sucre influençait l'Institut national de la santé. Ses divers représentants lui disaient « Ne vous préoccupez pas de la consommation de sucre. Le coupable, c'est l'obésité, alors concentrons toutes nos recherches sur l'obésité et oublions le rôle joué par le sucre au niveau du diabète. » Actuellement, la controverse sur le sucre en est au point où le débat sur le tabac en était durant les années 1960. Aujourd'hui, on regarde des publicités de cigarettes classiques qui disaient « Plus de médecins fument des camels » ou encore « Elles sont bénéfiques pour votre zone T, votre gorge » et ainsi de suite. Souvenez-vous des fameux documents sur le tabac. Les documents sur le sucre découverts par le Dr Kearns prouvent qu'ils utilisent tous la même stratégie. Quand j'ai obtenu les documents sur le tabac en 1994, j'ai compris qu'ils deviendraient très importants. En plus de nous donner une vision très claire de leur stratégie, ils nous ont prouvé à quel point ces gens étaient cyniques. Contrairement aux utilisateurs de drogue ou d'alcool, un fumeur de cigarettes qui rentre chez lui à minuit au volant de son auto peut prendre la décision claire et rationnelle de cesser de fumer. La nicotine crée une dépendance. Un fumeur qui fume, c'est l'équivalent d'un drogué qui s'injecte lui-même. La méthode de délivrance... C'est la rhétorique typique d'un... Laissez-moi parler, Monsieur Lauria. Stan, j'en ai assez d'entendre vos paroles inutiles et biaisées. C'est du délire. J'ai dû enquêter sur l'industrie pendant longtemps avant d'obtenir ces documents. Je me souviens d'avoir dit « Ces types sont vraiment dangereux. Vous voyez bien qu'ils font un tas de choses horribles. » On me donnait une petite tape dans le dos et on me répondait « Stan, c'est intéressant que tu penses ça, mais à notre avis, c'est du délire paranoïaque. » Les gens ne me prenaient pas au sérieux. Mais quand ces informations ont enfin été exposées au grand jour, dans leurs propres mots, ils étaient A. scandalisés et B. ils ne pouvaient plus les ignorer. Et je crois qu'aujourd'hui, le travail de Kristen Kearns va accomplir la même chose, transformer la façon dont les gens voient l'industrie du sucre. Two weeks ago, a nutrition expert told Congress the breakfast cereals widely advertised on television and elsewhere were often full of calories and not much else. Can't get enough of that Sugar Crisp, Sugar Crisp. Sugar Crisp. Sugar Crisp is tumbled through sugar and honey and comes up tasting like 101 sweet buns. I can't get enough of that Sugar Crisp, Sugar Crisp. Well, today, the cereal industry responded with its experts. One was Dr. Frederick Stare, chairman of Harvard University's nutrition department. He said that, on the contrary, a breakfast including dry cereal was as good as bacon and eggs, or better. Popeye's spinach does not begin to compare with the overall worth of breakfast cereal with milk, any cereal. Fred Stare a une longue histoire avec les gens de l'industrie du sucre. Il a commencé à travailler avec eux en 1952, je crois. Ils auraient difficilement pu trouver un allié plus crédible que le président du département de nutrition d'une école de santé publique, n'est-ce pas? À Harvard, son département recevait des fonds de l'industrie du sucre depuis les années 1940, des sommes très significatives. On parle de centaines de milliers de dollars à une époque où cela représentait beaucoup d'argent. Durant leur campagne de relations publiques des années 1970, Fred Stare est devenu leur porte-parole principal. Il l'envoyait aux émissions radio ainsi qu'aux émissions de télé du matin pour y colporter le message de l'industrie. In general, agree that there are very serious problems with the American diet. Oh, I disagree with that. The only trouble with the American diet is you eat too damn much, that's all. I mean, if you wouldn't eat so much and have a little less fat, you'd be in much better shape. Il avait une chronique affiliée au niveau national. Il pouvait donc diffuser n'importe quel message au nom de l'industrie. Il écrivait des livres très populaires. Il siégeait au comité de l'American Heart Association.
Il a eu un incroyable impact sur notre connaissance de la nutrition et des effets du sucre sur la santé. Vous avez lu les rapports qui citent les liens potentiels entre le sucre et les maladies cardiaques. Exact. Le diabète, oui. L'obésité, oui. Les caries dentaires oui. et l'hypertension. Oui. À lui seul, le sucre n'a sans doute pas provoqué une de ces maladies, mais les risques associés à une consommation excessive de sucre sont manifestement importants. Je dois vous contredire. Les risques associés à une consommation excessive de calories sont manifestement importants, contrairement au sucre. Une des premières choses qu'on a demandé à l'industrie du sucre dans le cadre de cette campagne de relations publiques, c'est de créer un document intitulé « Le sucre dans l'alimentation humaine ». Fred Stair a été chargé de rédiger le document. Il a donc assemblé un comité de chercheurs très favorable à l'idée que le gras et le cholestérol étaient la vraie cause du problème. Mais aucun d'eux ne faisait de recherche sur les effets du sucre. Je crois qu'ils ont fait imprimer 25 000 copies de ce document qu'ils ont largement diffusé en disant « Ce n'est pas le sucre, c'est le gras ». Le premier document que j'ai trouvé est associé à la diffusion de ce livre blanc. Il préparait les différents agents de relations publiques de l'industrie du sucre aux questions que les journalistes pouvaient leur poser à propos du livre blanc. On y affirmait que le document avait été financé grâce à une subvention sans restriction. Mais après avoir étudié les documents sur le tabac, parce que Fred Stair était aussi associé à l'industrie du tabac, nous savons ce que subvention sans restriction voulait dire à Harvard dans le département de Fred Stair. En théorie, ce don d'argent ne devait pas être associé à un projet particulier. Mais Fred Stair a dit à l'industrie du tabac, on dira qu'il s'agit d'une subvention sans restriction. Vous nous donnerez l'argent et en retour, on s'assurera de vous livrer les résultats escomptés. Docteur, je vais me faire l'avocat du diable. Bien sûr, allez-y. On vous a souvent accusé oui. d'être l'apologiste de l'industrie du sucre. Oui, je le sais. Entre autres, vos opposants soulignent que c'est en échange de fonds pour l'école que vous êtes devenu le porte-parole de l'industrie du sucre. Non, je suis devenu leur porte-parole à cause de ce qui est, à mes yeux, la devise de l'université Harvard, Veritas. Pour les caméramans qui ne connaissent pas le latin, ce mot veut dire vérité. Si autant de recherches sont financées par l'industrie de nos jours, c'est en partie parce que les gouvernements ont radicalement réduit leur budget de recherche. Les gens aiment croire que les chercheurs universitaires sont biaisés, mais ils veulent faire des recherches et ils veulent faire de bonnes recherches. S'ils ne peuvent pas trouver l'argent dont ils ont besoin auprès des gouvernements, ils trouveront d'autres sources de financement. Il y a une différence fondamentale entre le tabac et la nourriture. On n'a pas besoin de tabac pour vivre. Mon objectif est d'anéantir l'industrie du tabac. Par contre, on a tous besoin de nourriture. L'objectif n'est donc pas d'anéantir l'industrie de l'alimentation. Mais le problème, la raison pour laquelle il y a autant d'aliments toxiques sur le marché, c'est tout simplement parce que c'est l'approche la plus rentable. Toutes ces grosses sociétés sont là pour faire des profits, rien d'autre. Et oui, l'industrie de l'alimentation doit aider à résoudre les problèmes actuels, parce qu'on veut qu'elle continue à produire de la nourriture. Mais c'est illusoire de croire qu'on pourra négocier avec ces gens pour trouver une solution. Pour cela, il faudrait qu'ils acceptent de faire moins de profit. Et ils refuseront cette option. Cette situation me rappelle les tractations des années 1970, à l'époque où l'Institut national du cancer a voulu collaborer avec les fabricants de cigarettes pour produire une cigarette sans danger.
Les bien-pensants disaient « Oh, c'est bien, on travaille avec l'industrie, on coopère ». En lisant les documents de l'industrie, on se rend compte que les fabricants, eux, disaient « Ouhou, on leur jette de la poudre aux yeux et ils nous tiennent au courant de leurs plans ». Ça a été un vrai désastre. Et en ce moment, certains des leaders d'opinion et des bailleurs de fonds des fondations pensent aussi qu'on pourrait collaborer avec l'industrie alimentaire et en quelque sorte devenir ses partenaires. Ça ne se produira jamais. Bienvenue à tous. Avec près de 9000 membres, notre organisation est la plus importante organisation professionnelle de lutte contre l'obésité du monde. Okay. So what's the name of your city again? Corpus Christi, Texas. Corpus Christi, Texas, the fattest city in America. All right. Yes, sir. Okay, and then what happened? Les gens s'attaquent à l'obésité de tant de différentes façons. À mon avis, si toute la communauté s'assemble pour régler le problème, on verra des résultats. Je ne crois pas que la solution viendra de gens qui pointent quelque chose du doigt en affirmant avoir trouvé la réponse. Je dis même souvent, ceux qui croient avoir la réponse n'ont même pas compris la question. Le réseau canadien en obésité a déjà organisé 3 sommets, tous commandités en partie par l'industrie. Mais c'est la première conférence entièrement commanditée par une grosse société de restauration rapide et une multinationale qui vend des boissons sucrées. En tant que représentante d'une organisation de défense de l'intérêt public, je ne veux pas être associée à un événement commandité par des organisations que je réprouve. Je comprends. C'est un conflit d'intérêts. Mais ils ont aussi des produits santé et c'est ce qu'ils diront durant les panels. Oui. Altria fabriquait les cigarettes Marlboro, mais aussi les céréales Shredded Wheat. La collaboration avec Altria n'était pas plus acceptable. Exact. Alors oui, je crois que c'est insensé. Absolument insensé. Le réseau canadien en obésité a été créé par Industrie Canada. Le mandat du réseau est, et a toujours été, d'obtenir la collaboration de l'industrie. On a toujours eu du mal à l'obtenir parce que le mot obésité a été tabou pendant très longtemps. Aujourd'hui, les gens de l'industrie sont ici, mais personne n'a dit qu'on devait s'entendre sur quoi que ce soit, n'est-ce pas? On connaît leur programme. En fait, il nous est bien plus facile de connaître le programme de l'industrie que celui de bien d'autres participants au sommet. L'industrie est ici parce qu'elle veut vendre davantage de produits. Je sais exactement ce qu'elle fait ici. Il n'y a pas de conflit. C'est pourquoi ses représentants peuvent assister au sommet. Le podium est un peu étroit. J'ai failli tomber. Merci et bon après-midi à vous tous. Je crois que je suis censé dévoiler la contribution financière de l'entreprise McDonald's au sommet RCO, qui est de $10 000, je crois. Aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'étais là. Et d'autres m'ont dit, c'est très courageux de votre part. Mais ça n'exige aucun courage, car on le fait très souvent. Le RCO est devenu la voix de l'obésité au Canada. Il a participé à la formation des politiques publiques et il a aidé à façonner l'opinion publique par ses interactions avec les médias. On ne peut plus simplement dire « le réseau a été créé par l'industrie pour l'industrie », parce que le RCO est devenu bien plus qu'un simple. Mais est-ce que sa collaboration avec l'industrie de l'alimentation affecte la capacité du RCO à recommander des politiques publiques liées au traitement et à la prévention de l'obésité? L'industrie de l'alimentation aborde bien souvent la problématique de la gestion du poids de cette façon. Elle commercialise ses aliments, puis elle nous dit de faire de l'exercice et de manger avec modération. C'est aussi simple que ça. Parfois, on voit un truc de ce genre. Richard, ce message est pour vous. Ça, c'est le McFlurry, de format collation. C'est un imprévu de dernière minute, mais je l'ai intégré à ma conférence. Cette collation contient autant de calories qu'une barre Snickers dissoute dans une canette de Coca-Cola de 355 ml. Elle contient 15 cuillères à thé de sucre et pourtant, elle est considérée comme une collation. C'est toute une collation. Je ne vois pas comment on pourrait résoudre ce problème en pointant quelqu'un du doigt et en disant « c'est sa faute ». Yoni pourrait passer une demi-heure sur un podium en expliquant sa vision du problème et en offrant ses solutions aux gens. Mais si on ne donne pas l'occasion de parler au côté opposé, ce sera une perte de temps absolue. On n'a pas toutes les réponses. McDonald's vend des burgers, des frites, des salades et des parfaits à faible teneur en gras. Mais on a beaucoup à apprendre. Et on recherche activement les occasions comme celle-ci pour le faire.
If you need any information, like if you want to do a little article or link to my website or put up a video or whatever, let me know. Si le réseau canadien en obésité dépend de l'argent qui provient de l'industrie de l'alimentation, il y a bien des chances qu'il soit moins prêt à formuler des opinions ou des politiques négatives envers les industries qui le financent. L'Association canadienne des boissons et Coca-Cola en sont un excellent exemple. Ce domaine est mûr pour le changement, qu'il s'agisse de nouvelles taxes ou de nouvelles réglementations. Mais je serais très étonné si un changement décisif était défendu par le réseau canadien en obésité, maintenant qu'il est au lit avec l'Association des boissons et Coca-Cola. Le symposium de Coca-Cola est sous l'entière responsabilité de ses représentants. C'est à eux de préparer l'ordre du jour, de choisir les conférenciers et les sujets des conférences. Ils ne sont pas encadrés par le réseau canadien en obésité et nous n'appuyons pas leur position. Ce n'est pas notre mandat. Le travail du RCO est de fournir un forum, c'est tout. En fin de compte, ce qui s'y passe relève du commanditaire. Chaque fois qu'une industrie a offert volontairement de se réglementer elle-même, ça s'est soldé par un désastre. On a vu, avec les ceintures de sécurité, le tabac et le contrôle de la pollution, entre autres, que les industries ont tout intérêt à ne permettre aucune réglementation. Je suis allé à l'école de droit pour étudier la stratégie de l'industrie du tabac, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tous ces éléments peuvent influencer le combat actuel. Aujourd'hui, 26% des cas de diabète sévissant aux États-Unis découlent du sucre, et uniquement du sucre. Est-ce que ce point de vue est largement accepté? Bien sûr que non. Y a-t-il un seul point de vue qui a été largement accepté par l'ensemble de la communauté médicale? Et cette conclusion est très récente, mais elle est partagée par de nombreux scientifiques. Manifestement, beaucoup d'individus qui travaillent du côté opposé ne l'ont pas accepté. Moi aussi, j'affirme qu'il faut mener d'autres recherches. Mais quelle somme de recherche nous faudra-t-il avant de passer à l'action? L'industrie alimentaire dira toujours qu'il faut plus de recherche. C'est sa stratégie pour faire reculer la cage des bœufs. La question est, quand aurons-nous assez de données et de résultats? On n'aura jamais assez de recherche pour eux. Comment se fait-il qu'en 2013, on soit encore en train de débattre de la possibilité d'une relation entre la consommation de sucre et le diabète? Cela me rappelle les audiences sur le tabagisme, où on a vu les cadres des compagnies de tabac s'asseoir devant le Congrès et répéter l'un après l'autre que la nicotine ne créait aucune dépendance. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. En fait, aujourd'hui encore, nous n'avons pas la preuve ultime du lien entre le tabac et le cancer du poumon que l'industrie avait réclamé, c'est-à-dire un essai clinique comparatif aléatoire, ou ECR. Savez-vous pourquoi? Parce que ce serait totalement contraire à l'éthique. Il faudrait rassembler un groupe de naïfs et les faire fumer pendant 20 ans pour voir s'ils finissent par contracter un cancer du poumon. Dites-moi comment on pourrait mener une telle étude. C'est ce que l'industrie du sucre nous demande. En gros, ils veulent qu'on trouve un groupe de jeunes adultes naïfs et qu'on les divise en deux groupes. Le premier consommerait trop de sucre et le second surveillerait sa consommation de près pendant 50 ans. Puis, on verrait lesquels ont contracté une maladie cardiaque ou le diabète. Comment pourrait-on faire ça? Il faut comprendre l'étape actuelle. Le problème, ce ne sont pas les données scientifiques, parce qu'elles s'accumulent rapidement. Non, le vrai problème, c'est la crédibilité des gens qui attaquent ces données, et surtout, leur manipulation du processus.
In Washington today, a coalition of health and consumer groups asked the Food and Drug Administration to put a limit on the amount of sugar allowed in breakfast cereals. Their petition to the FDI also asked that a health warning similar to the one on cigarettes be required on cereals which exceed the sugar limit. Au début des années 1970, beaucoup d'opposants voulaient faire réglementer le sucre, ce qui a fait paniquer l'industrie. La FDA étudiait le degré de dangerosité du sucre et l'objectif de l'industrie était de s'assurer qu'elle statuerait qu'il était sans danger. Il ciblait le sucre. Imaginez le tollé si le comité de la FDA avait statué que le sucre ne devrait pas faire partie des aliments généralement reconnus inoffensifs et que c'était potentiellement une toxine. C'était une attaque contre la grande industrie. En fin de compte, l'industrie du sucre a soumis ce livre blanc au comité de révision de la FDA en tant que preuve. D'une manière ou d'une autre, le président du Conseil consultatif scientifique de l'industrie du sucre, George Irving, est devenu le président du comité de révision de la FDA sur la science du sucre. Quel beau conflit d'intérêts. À qui la FDA aurait-elle dû demander de l'aide? En théorie, elle aurait pu aller voir Yudkin. C'est sans doute ce qu'elle aurait dû faire. Elle aurait pu s'adresser à Sheldon Reiser. Et encore une fois, c'est sans doute ce qu'elle aurait dû faire. Mais elle ne l'a pas fait. Non, ces gens ont demandé de l'aide de l'industrie du sucre. La FDA a entériné le consensus d'opinion, mais malheureusement, ce consensus était celui de gens qui n'étaient pas impliqués dans les recherches pertinentes. Les dirigeants de l'industrie ont dit « La FDA nous a blanchis ». On les imagine à un procès médiatisé dans une salle de tribunal de Manhattan avec toute une flopée d'avocats dispendieux qui les font acquitter. Nous n'avons rien fait de mal, tout va bien. Toutes les preuves accumulées contre le sucre existent encore, mais ils ont été acquittés de tout blâme. C'est ce qu'ils voulaient. Quand le rapport a été publié, on a cru qu'ils avaient déformé le sens de nos recherches. Ils s'étaient sans doute trompés, car nos résultats étaient valides. Le fait qu'ils aient rejeté nos conclusions l'a énormément frustré. Si on leur avait parlé d'autre chose, par exemple d'un produit chimique qu'on retrouve dans une dizaine d'autres produits et qui peut facilement être remplacé par un autre, je crois que la FDA aurait fait son travail. Mais là, il s'agissait du sucre. Il nous sert à montrer notre amour. Nommez-moi un seul jour férié qui ne dépende pas du sucre. Il y a la Saint-Valentin, la fête des mères, les fêtes d'anniversaire, les barbecues. À toutes ces fêtes, on sert de la limonade, des tartes, des gâteaux. C'est la coutume, ça fait partie de notre culture. Je crois qu'on a commis une injustice. Depuis plus de 40 ans, et peut-être même plus longtemps,
Cette industrie semble nous avoir trompés. Et le niveau de souffrance qui en découle est difficile à mesurer. La loi Metabo est en vigueur ici au Japon. Alors les villes et les villages offrent des bilans de santé. Les entreprises offrent des bilans de santé. Des unités mobiles se rendent sur les lieux de travail. En général, les peuples asiatiques sont plus susceptibles aux maladies associées à l'obésité, dont le diabète. En ce moment, le Japon tente de gérer le problème. Quand les gens font leur bilan de santé, on mesure leur tour de taille et on prélève des échantillons de sang. Et ensuite, ils obtiennent un bulletin de santé. Ils reçoivent une note pour chaque critère et on leur explique leur état de santé et les objectifs souhaitables. Quand ils dépassent les limites prescrites, ils en sont avertis pour chaque critère. Si leur tour de taille est trop imposant, ils en seront avertis. Ceux qui ont trop de critères dans la zone rouge recevront un appel de l'infirmière en santé publique qui leur dira de venir à la clinique pour une consultation. C'est parfois embarrassant, surtout quand on doit enlever sa chemise et que l'infirmière en santé publique met son ruban à mesurer autour de notre taille, juste avant de dire « Vous avez un peu grossi depuis un an ». D'une certaine façon, oui, le Japon est plus protecteur. Il a adopté une approche plus paternaliste que les autres pays. Mais parfois, les gens ont besoin d'une petite poussée dans la bonne direction. Au Japon, les campagnes de santé publique comme celle-là ont connu du succès dans le passé. Les AVC et les maladies cérébrovasculaires y étaient assez courants durant les années 1960. Le gouvernement a financé des initiatives de santé publique, la consommation de sel a passablement diminué et les taux de mortalité liés aux maladies cérébrovasculaires ont diminué de 80%. C'est énorme. Ce sont des initiatives positives et l'Amérique du Nord pourrait en tirer des leçons très utiles. Où cela va-t-il nous amener? À cette notion de liberté individuelle naturellement. Les libertariens vont dire « Un instant, ne me dites pas quoi manger ». Et je leur répondrai « Ah oui, on vous le dit déjà. Que faites-vous depuis 40 ans pendant qu'on transforme votre alimentation sans vous demander votre avis? Avez-vous protesté une seule fois ?» Ils vous diront « Sortez le gouvernement de ma cuisine. » Moi non plus, je ne veux pas de lui dans ma cuisine. Sauf si quelqu'un d'encore plus dangereux y est déjà installé. Voici un rapport de la banque d'investissement Crédit Suisse. La consommation de sucre a atteint un tournant décisif. Je cite directement. « Nous croyons que l'augmentation de la taxe sur les boissons et aliments sucrés serait la meilleure solution pour réduire la consommation de sucre et financer les coûts de santé publique associés à sa consommation. Ce rapport exige de nouvelles taxes. Cela devrait vous donner une idée de l'ampleur et de la gravité du problème. On a besoin d'un nouveau modèle d'entreprise qui récompensera l'industrie alimentaire quand elle fait ce qu'il faut et non pas le contraire. En ce moment, l'industrie est récompensée pour la quantité au lieu de la qualité. Est-ce que ces entreprises pourraient faire des profits en vendant de la vraie nourriture? Bien sûr, absolument. Est-ce qu'on pourrait subventionner la vraie nourriture pour que les gens aient les moyens de l'acheter?
Aucun problème. Il faudrait complètement transformer le modèle actuel. Mais l'industrie alimentaire ferait encore des profits. Je ne suis pas contre les profits, mais je suis contre les profits qu'on fait en empoisonnant les autres. C'est ce que l'industrie du tabac a fait, et c'est ce que l'industrie alimentaire fait en ce moment. Et oui, je suis contre. Quand j'ai commencé à fréquenter le gym de l'UFC, je mangeais encore mal. Je n'ai donc pas obtenu de très bons résultats. Je n'étais pas éduquée au sujet des aliments transformés et j'ignorais tout ce qu'il fallait faire pour éliminer les effets d'une barre de chocolat. Une petite barre de chocolat annule les bienfaits d'une course de 8 km. C'est presque comme si on n'avait jamais couru. Je ne le savais pas. Mais quand je l'ai appris, j'ai vraiment changé mon alimentation. J'ai même complètement éliminé la malbouffe et j'ai cessé de manger des aliments congelés. Je me suis mise à manger beaucoup plus de légumes et d'aliments frais. J'ai remplacé tous mes jus par des fruits et je me suis tout de suite sentie mieux. On se sent rassasié, mais de façon différente et on a plus d'énergie. En tout, j'ai perdu environ 23 kilos. Mes tests sanguins sont excellents et mon foie fonctionne très bien. Je me sens tellement plus énergique, plus vivante. Et c'est fantastique. Dès qu'un enfant délaisse les aliments transformés en faveur de la vraie nourriture, la dysfonction métabolique disparaît. Il a une chance de perdre du poids, il se sent mieux. Il réussit mieux à l'école. Bref, il reprend sa vie en main. J'aimerais beaucoup qu'on retire le sucre de la liste des additifs alimentaires GRAS, en faisant savoir au public qu'il est sur cette liste et qu'à cause de cela, l'industrie alimentaire a le droit d'ajouter n'importe quelle quantité de sucre à n'importe quel produit. J'espère qu'on générera une assez grosse réaction populaire pour faire bouger les choses et forcer l'industrie alimentaire à limiter son utilisation de sucre. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les sucres libres représentent un gros problème pour la santé humaine et que nous devrions essayer d'en limiter la consommation. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC a fait preuve d'une grande classe. La veille de la déclaration publique, ses représentants sont venus à mon bureau pour me faire connaître leurs décisions. Ils m'ont expliqué qu'ils en avaient discuté pendant longtemps, mais que ça ne pouvait plus continuer comme ça, et que le meilleur plan pour la Fondation, et plus particulièrement pour la population canadienne, était d'admettre que Visée Santé avait fait son temps. En réalité, les nouvelles lignes directrices sur le sucre de la Fondation sont très musclées. Elles sont conformes aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'American Heart Association. J'espère que leurs recommandations représentent une première étape et qu'on verra bientôt des changements au niveau des lignes directrices fédérales. En général, je crois que nous autres médecins, nous ne défendons pas assez les intérêts des gens sur la place publique. Et pourtant, c'est une des raisons qui m'ont orienté vers la médecine. J'aimerais provoquer des changements et améliorer la santé des gens hors des murs de mon bureau, parce que ça fait partie de mon travail. Quand j'ai découvert ces documents, je ne savais pas où cela me mènerait. En fait, j'ai procédé par étapes. On m'a offert une bourse de recherche pour que je puisse travailler à l'Université de Californie à San Francisco. Mon objectif sera de démontrer les similarités entre les tactiques de l'industrie du sucre et celles qui ont été utilisées par l'industrie du tabac.
J'aurai la chance de travailler étroitement avec Stan Glantz, le géant qui s'est attaqué à l'industrie du tabac. Parlez-moi de ce que vous avez découvert. Eh bien, je peux prouver que l'industrie du sucre a influencé les programmes de recherche. Je crois qu'elle apporte une perspective transformatrice et qu'elle influencera fortement le débat. Ce qu'elle doit savoir, c'est que si on est efficace, l'industrie s'en prend à nous. Il faut s'y attendre et éviter de paniquer. En ce qui me concerne, j'ai bien l'intention de faire ce travail. Il faut que je le fasse. L'histoire se répète, c'est certain. Nous sommes déjà passés par là, et il n'y a rien de nouveau là-dedans. Si nous n'arrivons pas à cerner parfaitement les pratiques de l'industrie, ce débat continuera indéfiniment. Faisons une étude définitive du problème. Il faut trouver une réponse à cette question, une bonne fois pour toutes. Sammy a eu l'idée de monter cette expédition. C'est probablement l'entreprise la plus folle de notre vie. On va ramer de la Californie à Hawaï dans un bateau d'aviron de mer, sans aucun soutien. C'est une traversée de 3840 km, peut-être plus. On emballe toute la nourriture nous-mêmes. Et sur le bateau, on mangera à peu près normalement. On n'a pas besoin de sucre, de glucides raffinés, et dans notre cas, de produits visant à améliorer la performance sportive, comme ils le disent, pour être capable de performer et de fournir de gros efforts. Notre objectif est très clair. On veut sensibiliser les gens au danger du sucre et les aider à adopter un régime alimentaire vraiment sain. Bonne chance, good luck, buenos fuertes, et surtout, ne vous cassez pas une jambe. Ne vous en faites pas. Sammy et Meredith croient les mêmes choses que nous. Et ils sont prêts à mettre les mains à l'aviron pour le prouver. Au début, on nous ignore, puis on se moque de nous. Ensuite, on nous combat et à la fin, la victoire est à nous. Nous sommes au cœur du combat. Si je ne vois plus un seul enfant obèse durant le reste de ma vie, je serai satisfait.